Nous vous souhaitons la bienvenue à une nouvelle édition du Dialogue littéraire de Togo. Il me plaît en ce début de propos de vous dire nos vœux de bonheur, de plein succès, de bonne santé en cette année 2022. Soyez heureux et venez nous voir le plus souvent. Ce carrefour d'auteurs aux abords de l'Atlantique est un plateau qui offre au public le moment de rencontrer les auteurs et de voyager dans leur univers. Après le dernier numéro où nous avons reçu Ousmane Aledji, nous recevons ce soir José Plia. Qui est José Plia? Né à Cotonou, au Bénin, le 17 avril 1966, il est le cinquième d'une famille de 7 enfants. Il découvre donc très jeune l'errance et le voyage dans divers pays. Après un baccalauréat littéraire obtenu en 1985 au lycée français de Niamey au Niger, il fait des études de lettres modernes à la Sorbonne où il obtient une maîtrise sur le théâtre. À Paris, il suit des cours de théâtre dans différentes écoles, fait de la mise en scène et joue un petit peu de la comédie dans les productions indépendantes. Ce sont également les années d'écriture, journal intime, historiette, nouvelle et la première pièce de théâtre. De 1993 à 1995, il s'installe à Lille où il passe son CAPES de lettres modernes, enseigne en lycée à Arras et en collège à Niche et présente un mémoire de DEA sur le soulier de satin. Au cours de ce séjour dans le Nord, il participe à la vie artistique de la région en collaborant avec le Fest Africa ou le Théâtre du Nord. Ainsi, le jeu de l'acteur, la mise en scène, l'entreprise du spectacle et l'écriture dramatique l'ont toujours accompagné dans les différents postes qu'il a occupés à l'étranger. Il est nommé directeur de l'Alliance française de Niagoundéré au Cameroun de 1996 à 1998. En 1998, il est nommé directeur de l'Alliance française de la Dominique dans les Petites Antilles. Il crée également le Festival de cinéma et des arts visuels noirs, tout couleurs de la Dominique. Cette extension d'une manifestation uniquement guadeloupéenne, au départ, est née de sa rencontre avec Lydia René Corail, directrice générale du festival. Chers messieurs, chères dames, je vous prie d'accueillir, sous ovation, Monsieur José Plia. Monsieur José Plia, bonsoir. Bonsoir. Et soyez les bienvenus. En 2022, vous êtes accueilli en tant qu'auteur dramatique en présidence de création au Sénat, Centre martiniquais d'action culturelle. Pour écrire, nous étions assis sur le rivage du monde, que l'atelier nomade produit en ce moment et qui sort de résidence les 4 et 5 février 2002, ici, au studio théâtre de l'Europe. Nous vous y invitons, vous et vos amis. En août 2003, vous fondez ETC Caraïbes. Cette association a pour ambition de promouvoir les écritures théâtrales de cette partie du monde. Il en est le directeur artistique jusqu'en 2004. En septembre 2004, vous êtes nommé délégué académique aux arts et à la culture du rectorat de la Martinique, chargé de l'éducation artistique dans toute l'académie. De 2005 à 2015, vous avez dirigé la scène nationale de la Guadeloupe et conduit 2 projets artistiques. Nouvelle écriture scénique et mythologie actuelle de Guadeloupe. Dans la foulée, votre pays, le Bénin, change de régime politique en avril 2016. Patrice Talon, l'homme
des ruptures et des réformes arrive au pouvoir avec une grande vision et ambition pour le secteur du tourisme. Vous êtes invité à travailler aux côtés du chef de l'État et vous avez occupé le poste de directeur de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et le développement du tourisme. En ce moment, vous êtes administrateur délégué en charge du suivi des projets mis en œuvre par la NPT. En 2018, vous avez accepté de parrainer la 7e promotion des étudiants de l'ET. Chers amis, c'est un homme prolifique que nous avons l'honneur de recevoir. Il a écrit entre autres Négrérance, Masque de Sika, Mon petit poussé, Parabole, Comme de frais, Madame Paradis, Déclaration, Lettre à l'humanité, Conda le Roquet, Complexe de Tenadi, Effracteur, Une famille ordinaire, Concours de circonstances, et la liste est longue. Monsieur Plia, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit sur vous. Vous êtes en effet colosse, immense et vaste. Tout ce qui n'a pas été dit et que vous voudriez partager avec nous, voici un moment convivial pour vous livrer à cet exercice. Passez un bon moment de dialogue avec ce charmant public. Belle soirée. Bonsoir, Monsieur José Plia. Je vous prie de prendre votre micro qui est à côté. Soyez donc à nouveau à l'atelier Nomade, donc École internationale de théâtre du Bénin, où je voudrais le rappeler à ce charmant public, vous avez été ou vous êtes parrain de la 7e promotion des étudiants. Merci d'avoir honoré l'école de cette bienséance et de cette faveur. Alors, il serait difficile chaque fois de parler de José Plia sans évoquer le grand monsieur de littérature, Jean Plia, qui est bien entendu le père. Alors, mais avant de revenir, je voudrais décliner, cher ami, le programme de la soirée, qui est un programme traditionnel pour ceux qui sont habitués à ce rendez-vous. Nous allons écouter, dans une première partie, des extraits de certains textes de José Plia. Ensuite, viendra le moment qui est le moment du dialogue littéraire, à vrai dire, qui est ce moment où vous discutez de vive voix avec l'auteur, vous échangez sur la profondeur de ses écritures, ses aspirations, ses motivations, ce qu'il entend partager avec le monde au travers de sa plume. C'est le moment d'en parler avec lui. Et plus tard encore, nous allons écouter une seconde partie d'autres extraits à vous, et ce sera bien évidemment déjà la fin où vous aurez votre mot de clôture. Alors, avant d'inviter nos amis à la lecture, vous êtes, Monsieur José Plia, fils de Jean Plia. À l'époque où peut-être les arts et on va dire les littératures étaient difficiles peut-être à transmettre en tant qu'héritage ou postérité pour que l'enfant ou la progéniture s'en saisisse pour construire sa vie, était-ce pour vous un risque ou une obligation ou alors un héritage que vous portez de façon, comment dirais-je, de façon libre ou consentante? Est-ce une obligation pour vous ou quel a été le processus de prise d'héritage vis-à-vis de la littérature? Merci. Très bien. Merci beaucoup. Merci à l'EITB, à Dean et Carole pour l'invitation. Je suis très honoré. Merci à vous qui avez fait le déplacement pour être ce soir au bord de la plage dans ce cadre de rêve. La question de l'héritage littéraire, c'est une bonne question, mais je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si on hérite la même manière que lorsque vos parents vous donnent la vie et qu'ils partent, ils vous laissent un héritage matériel.
quand il y en a et qu'il est bien géré, il vous laisse un héritage matériel. Ce sont des terres, c'est de l'argent, c'est peut-être des maisons. La question de l'héritage littéraire, qui est quelque chose d'un peu immatériel, se pose la question de la transmission. Est-ce qu'on transmet, est-ce qu'il y a un gène de la transmission de la dimension artistique aux enfants? Je ne sais pas. Il y a un contexte. Il y a un contexte familial, il y a une ambiance, il y a une éducation, il y a un climat qui permet, qui favorise peut-être une sensibilité plus facile, plus évidente, et qui peut déboucher sur le fait que l'un ou l'autre des enfants prenne le flambeau avec sa sensibilité à lui. Mais ce n'est pas automatique. Si l'héritage matériel, notarial, lui, il est automatique parce que c'est la loi, je ne pense pas qu'il y ait de loi d'héritage artistique ou littéraire. En tout cas, dans ma famille, on était sept, on en a un qui nous a quittés prématurément, et sur les 7 qu'on était et sur les 6 qui restent, je suis, en disant qu'il y en a 2 parmi nous qui ont hérité, je mets des guillemets à ce mot-là, d'une sensibilité artistique. Il se trouve que la mienne s'est traduite par la littérature et le théâtre plus précisément, mais mon grand frère, l'aîné, lui, c'est plus la sensibilité aux arts plastiques. Voilà, mais c'est les seuls. Et je peux vous donner plein d'exemples de grands écrivains, de très grands écrivains qui ont eu des enfants, et aucun des enfants n'a hérité d'une sensibilité artistique. Donc voilà, c'est juste pour dire que je crois plus à l'environnement, au contexte favorable, qui fait que peut-être une sensibilité artistique peut plus aisément se développer lorsqu'on a un père qui est écrivain ou artiste. D'accord. À vous entendre, on peut croire, ou je l'écoute comme tel, comme s'il y avait une sorte de transmission, vous avez utilisé le mot, comme si ça avait coulé exactement comme du miel coulerait sur la langue. Et pourtant, vous avez écrit « Tuer son père pour exister ». C'est-à-dire que dans une de vos œuvres, il y a le phrasé « Tuer son père pour exister ». Est-ce l'aveu d'un certain conflit entre le père et le fils? Oui, bien sûr. Lorsque cette sensibilité s'exprime, lorsque elle se manifeste, c'est aussi courant, c'est presque un cliché de se dire que pour que le fils qui a suivi le chemin de la transmission artistique puisse s'affirmer, il a besoin d'exister, surtout lorsque la figure paternelle est une très grande figure, comme c'est le cas pour mon père. C'est une figure littéraire majeure pour le Bénin et pour l'Afrique, et donc hériter ou prendre le relais de vouloir écrire comme lui, amène tout le monde à la comparaison. Et cette comparaison est souvent au détriment de l'écrivain émergent qu'est le fils. Donc, le fils a besoin de rupture, il a besoin de casser cette chose-là, cette comparaison systématique. J'en souris aujourd'hui, mais quand on est dans une démarche de se construire en tant qu'écrivain, se voir tout le temps rappeler l'œuvre du père, l'œuvre majeure du père, il y a plein de gens. J'ai un exemple pour avoir dans le parcours mien qui a été décrit ici. On a parlé beaucoup des Antilles où j'ai longtemps vécu. J'ai eu la chance de rencontrer le grand Aimé Césaire, et tous les enfants d'Aimé Césaire, et parmi eux, je pense notamment à Ina Césaire, qui a eu un parcours assez intéressant d'écrivain. Elle est sociologue de formation, et elle a eu un parcours d'écrivain, elle a écrit des pièces de théâtre, des nouvelles, des romans. Bon,
la figure colossale, universelle, mondiale de son père a tué toute possibilité pour Ina d'exister en tant qu'écrivain. Ça a été terrible pour elle parce que tout ce qu'elle faisait était ramené à ça. Et vous avez d'autres exemples de gens d'enfants qui, pour finalement exister, tuent le père en changeant de nom. Elle s'appelait Ina Césaire, donc forcément on lui posait la question. Elle se serait appelée Ina Boulanger. Et donc il y a plein d'exemples comme ça dans la littérature, dans les arts, d'artistes qui, pour éviter cette comparaison, pour pouvoir exister par eux-mêmes, tuent le père et changer de nom, de patronyme, c'est une manière de tuer le père. Alors moi j'ai choisi un autre, j'ai été rattrapé par ça dans mon parcours d'écriture, et le moyen pour moi, il a été la fiction. La mort symbolique du père chez moi, elle est passée par le théâtre. Le théâtre, qui est le lieu de l'artifice, m'a permis symboliquement de tuer le père et de pouvoir exister en tant que José Plia et non plus en tant que Jean Plia. En tout cas, plus en tant que comparaison à Jean Plia. Merci. Et c'est bien entendu José Plia que nous recevons aujourd'hui. Je voudrais vous rappeler que nous sommes en production de sa pièce « Nous étions assis sur le rivage du monde » qui sort de résidence ce 4 février 2022 ici à l'École internationale de théâtre du Bénin. J'espère que vous seriez de la partie. Alors, sans plus tarder, nous allons faire le premier passage des extraits de certains textes que vous avez écrits avec, bien entendu, des étudiants de l'École internationale de théâtre du Bénin. Chers amis, bonne dégustation à vous et à tout à l'heure. Où allons-nous? Là, au bout de l'impasse. Il n'y a rien là-bas. Au bout de l'impasse. Il n'y a que du noir. J'en reviens. Restons ici, dans la lumière. Où vois-tu de la lumière ici? Je regarde autour de toi et je vois un banc. Un banc vide. Et je vois l'asphalte à perte de vue. Autour de toi, Il y a ce matelas de feuilles, comme autant d'illusions déchues, que même la bise d'automne ne fait plus danser. et je vois les obscurités que ta haute silhouette dissimule. Mais je ne vois pas de lumière. Par-dessus ma tête, il y a un réverbère qui éclaire la nuit. Il y a un vent, en effet, et 2 balais et une poubelle. Il y a une bouche de députus et on se gêne à rester dans cette rue. Tout ça, je peux le toucher de mes yeux comme je vous touche du regard. J'ai amassé ces 340 votes et l'espace qui délimite. Au-delà, c'est le coupe-gorge. De quoi as-tu peur? Je ne vous connais pas. Tu ne me connais pas? Désolé. Même pour carnaval, je n'ai jamais pris la vie belle du marchand d'ordures. C'est toi qui viens à moi au point du jour pour savoir la vérité. Tu viens Avec dans les yeux les lueurs ombreuses. Et tu dis qu'il y a un réverbère là où se dresse une sentinelle. tu affirmes qu'il fait froid. Alors on transpire de chaleur. Tu jures que tu me vois, mais que je te suis épaulé. Alors, Peut-être que je n'existe pas. peut-être que je n'existe pas. Tu es seul ici. Dans ce cas, pourquoi refuser d'aller au bout de toi-même? C'est au bout de l'impasse que je refuse d'avancer. Je ne vous suivrai pas. Quelle est donc cette vérité qui ne peut se dire au grand jour? Moi, je ne fais pas de mystère. Je tiens à payer ce qu'il faudra. Cash, bon compte, bons amis. À combien estimes-tu ta vengeance? Il est question de mon frère. C'est égal. C'est vous qui le dites. Je ne peux perdre ma vie pour lui. Donne-moi une raison valable de perdre mon temps pour toi. À combien estimes-tu ta vengeance? Il est question de mon frère. C'est égal. C'est vous qui le dites. Je ne peux perdre ma vie pour lui. Donne-moi une raison valable de perdre mon temps pour toi. Vous vous dites marchand de vérité. Mais vous devrez l'être, puisque vous vous faites désirer. À combien estimes-tu ta vengeance? Il est question de mon frère. Je suis client au service commandé. Et ma recherche est importante puisque je m'abstiens. Ça s'appelle un négoce. C'est vous qui le dites. Vous êtes vendeur. Je ne peux perdre ma vie pour lui. Vous êtes vendeur. Et quoi que vous proposiez, je suis prête à l'acheter. Au prix que vous coûtez. Ni pitié, ni fraternité. C'est du négoce. Quel est votre prix? Les princes de ce monde me payent en poussière d'or. Il est arrivé que repartant en calèche, les souverains ont
j'ai vu ramasser dans le sillon des taravons coupés et pères abandonnés par les rois de l'Orient. Votre fortune est ici. J'ose croire que cette œuvre Des devient... feuilles. Non, merci. J'ai ce qu'il faut. Et j'insiste. Au bout de cette zone se trouvent les clés de l'errance. Et toi qui as marché tout ce temps, voilà que tu marques le pas. N'y a-t-il pas de là ce seuil qui t'effraie? En rentrant tout à l'heure, J'ai vu le terme de l'impasse, seul. J'ai lutté devant ce mur qui borne le jour, et j'étais seul. Si je retourne, nous serons deux. Donnez-moi une raison de croire en vous. Les raisons sont les tiennes. On ne peut dépouiller qu'un homme nu, comme un chien galeux s'irrite de rien. je t'offre ce que tu fuis. Car ce que tu fuis, c'est ce que tu es. Mais tu as raison. Je ne peux t'obliger à regarder dans ton miroir s'il n'y a personne derrière ce miroir. Votre existence me pèse. Moi, j'aime les situations simples. Un frère qui souffre m'envoie à vous. J'expose, vous décomptez, je paie. Simplicité et clarté. Monsieur le maréchal, je vous écris de Verdun-la-Grise, où depuis plusieurs jours nous menons l'assaut contre l'ennemi. Du fond de ma tranchée boueuse, je profite d'une accalmie passagère pour vous envoyer cette nouvelle lettre. Je sais que, cette fois-ci non plus, vous ne me répondrez pas. Vos multiples occupations du moment sont sans doute cause de vos silences. Je vous comprends. Vos silences ne me gênent pas. Ils me rappellent ceux de mon grand-père. Un homme sage, juste. Il ne parlait pas beaucoup, mais il savait. Je sais que vous me dites, mais cela fait pas. Alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient, La mort. Nous allons mourir. Nous allons tous mourir. Avant de partir, j'ai une dernière requête. On dit aussi une dernière volonté. Je sais que vous pouvez me l'accorder. Parce que vous êtes un homme sage, juste et humain. J'aimerais si c'est possible, que ma dépouille ne reste pas ici, à Verdun, en France, en terre étrangère. Pardonnez-moi, monsieur le maréchal, pardonnez-moi. L'Allemagne est en guerre contre la France. La France est un empire. L'empire est fait de colonies. Les colonies sont françaises. Le Sénégal est une colonie. Et moi, je suis français. Lorsque la guerre a éclaté, je me suis dit, moi, Djibril Diop Mambéty, petit-fils d'Ousmane Diop Mambéty, fils de Fatoumata Mambéty, né Ngué sur les bords du fleuve Sénégal en pays sérère, j'ai le devoir d'aller défendre mon pays, la France, contre l'ennemi. C'est un devoir et un honneur. Et je suis parti, la fleur au fusil, non pas de la gare de l'Est, comme tirailleur du Sénégal au service de la France. Et depuis 1914, je me bats comme beaucoup de mes frères sénégalais aux côtés de nos frères bourguignons, alsaciens ou lorrains. Nous nous battons dans cette guerre qui n'en finit pas. À la guerre, il y a la pluie, il y a la faim, il y a le bruit des mortiers et les cris des soldats qui se meurent. Et il y a Fabien. Je vous ai parlé de mon ami Fabien Jaurès. Nous avons passé, Fabien et moi, de longues soirées à parlabrer. Il parla pour bien, Fabien. Il parla pour bien. C'est lui qui m'a donné le goût de France. Il m'a parlé du vin. Du bon vin des bords de Loire qui me rappelle le vin de Palme qui pisse en outre sur les marchés de Casamance. Il m'a parlé du fromage de camembert en motte laiteuse qui me rappelle les chèvres rousses de Ziguinchor. Il m'a parlé des Gaulois,
de fiers guerriers qui se feraient la tête et qui ne sont pas sénégalais. Oui, c'est ce qu'il a dit. Les Gaulois ne sont pas sénégalais. Mais voyez-vous, Fabien m'a mis le trouble. Fabien, et puis André, et Jacques, et Anatole, au long de longues nuits de palabres que nous tenons au clair de la lune, dans les paysages désolés de Verdun la pluvieuse, ils nous ont mis le doute. Nous, les tirailleurs sénégalais. Et beaucoup parmi nous se demandent ce qu'ils font là. En première ligne, dans les tranchées de Verdun. Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? C'est ce qu'ils disent. L'Allemagne est contre la France. Le Sénégal n'est pas la France. Nous ne sommes pas français. Nous sommes sénégalais. Nous sommes sénégalais. Pardonnez-moi. Je vous répète ce qui se dit. Je vous le répète, c'est tout. Pour ma part, français je suis, français je reste. C'est pour la France que je me bats, c'est pour la France que je me meurs. Avant que de mourir, je vous demande une faveur. Promettez-moi, monsieur le maréchal, une sépulture en terre française du Sénégal. Je veux rentrer au Sénégal. Je veux être enseveli au pied de la rivière Filma où le soir venu, les lamentins viennent s'approuver. Je veux entendre le chant funèbre du Mieuxin qui monte au-dessus de Dakar, ma ville, aux 1000 mendiants. Je veux revoir Gorée, l'île du départ et qui attend notre retour. Je sais que vous m'exaucerez, monsieur le maréchal, parce que vous êtes un homme sage, juste et humain. Votre très dévoué, Djibril Diop, mon petit. Mais quand vas-tu cesser de déconner? Merde! Parti! Parti! Qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Tu te crois où là? À New York? On est au pays, ma chère. Au pays. Tu sais ce que ça veut dire, non? Je suis open, tu le sais. Je suis wide open à toutes les conneries. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, les chiens avec les chiens. Mais pas ici, Pierrette. Pas chez nous. Ce machin-là n'existe pas chez nous. Je suis un homme. Tu es une femme. Et malgré ça, nos familles ne voulaient déjà pas qu'on se marie. You remember? Et toi, tu viens me raconter des bêtises de parti. Où veux-tu aller avec ta bonne femme, là? À Ketou? À Toribosito? À Tanguieta? Parti. Un conseil, Michel. Même pour votre théâtre, ne jouez pas à ces histoires de femmes qui s'aiment et qui vont vivre ensemble. Même pour rire, ça pourrait vous coûter cher. Vous êtes enseignante. On vous confie des jeunes. Merde alors. Mais cessez vos conneries là. Pierrette me l'a dit. Je suis avocat. Je connais la loi. Et la loi béninoise punit vos bullshit là de 3 ans de prison avec travaux forcés. Même pour s'amuser, c'est interdit. C'est vrai que c'est interdit. Et alors? Si on faisait ici la liste de tout ce qui est interdit et qu'on ne respecte pas, le pays tout entier serait en prison. Si tu savais, mon pauvre, le nombre de femmes qui vivent amoureuses sous tes yeux en toute impunité, tout le monde le sait. Mais on les dit bonnes copines, commères, sœurs de lait, tantis, pourvu qu'elles ne s'affichent pas. Nous respectons les usages et les coutumes. Nous ne voulons pas de scandale. Nous voulions t'informer. Ni parents, ni famille. Toi. Rien que toi. Et vous vous êtes dit, Élie c'est l'idiot. L'imbécile. Le cocu magnifique qui va rester là, tranquille, pendant qu'on lui annonce que sa femme le quitte pour une autre femme. Et comme il est gentil, Élie, c'est lui qui va faire le tour de la famille. Des amis, des parents d'élèves pour leur annoncer la nouvelle. Je suis open mais pas couillon. On n'est pas à Hollywood, les filles. On est à Cotonou. Et dans notre film, le seul scénario légal, c'est un homme, en l'occurrence Élie, qui vit avec une femme, en l'occurrence Pierrette.
J'aurais bien voulu vous rendre service, mais c'est la loi. Il faut la respecter. Je prends la femme et on s'en va. Je me souviens de notre première rencontre. C'était dans une salle. Une salle de classe banale, ordinaire, qui ne paie pas de mine, à peine différente de celle-ci. Tu étais assise sur le bureau, tu attendais comme on attend la pluie. M'attendais-tu? Je venais vers toi, mais ne le savais pas encore. Lorsque je suis entrée, je ne savais rien. Je ne voulais rien, je n'attendais rien à rien. Ce doit être ça, la destinée. Tu étais là. Je suis entrée. Je t'ai regardé. Tu n'en savais rien, perdu que tu étais dans tes soucis, dans tes tracas. Je t'ai regardé et je t'ai trouvée si femme, si belle. Tu ne me voyais toujours pas, préoccupée que tu étais. Alors je me suis dit, qu'il en soit ainsi, pourvu qu'elle ne me voie pas, pourvu qu'elle ne me parle pas, pourvu surtout qu'elle ne me regarde pas, moi qui ne sais pas résister aux femmes perdues qui ont des problèmes. Tu as parlé, et je ne devais pas t'entendre. Tu m'as parlé, et je savais qu'il ne fallait pas te répondre. Je t'ai répondu et mon cœur tout entier s'est liquéfié. Plus tard, sans rien savoir de moi, tu as trouvé mon nom. Tu l'as trouvé comme par miracle. Et l'amour s'est abattu sur moi comme un maté d'armateur. J'aime tout de toi. Ta façon de marcher quand tu entres dans une classe, les inflexions musicales de ta voix quand tu parles, ta manière d'aimer cet homme, Élie, qui ne te mérite même pas. Je vais aimer vivre avec toi. Tous les jours, toutes les nuits, tous les grands matins du monde. De toi je prends tout, l'enfance insouciante, la jeunesse échevelée, la splendeur de tes bétons dans ta robe de mariée. Je prends tes enfants aussi. Je les devine comme des anges. Et si on te les enlève, je saurais être ton bébé pour te consoler. Je sais, notre choix de vie déclenchera condamnation, verdict, hostilité. Je ne saurais l'empêcher. Mais je te promets une chose. Je serai toujours là pour te chérir, t'aimer, te protéger du mal et du malheur. Et dans 20 ans, tu pourras toujours compter sur moi pour te dire, de répéter cette déclaration. Je t'aime. I love you. I cry. And you must give
a de la chance. Je ne t'en veux pas. Je m'en veux à moi d'être si gauche, si maladroit et dans l'incapacité de réactualiser mon amour pour toi. Mais vous n'avez pas de preuves. Je pensais, Alors naïf, que moi qui peut ne vous sauter connais sur pas. les aimes et accourir tout à fait cessante. Dès que tu m'appelles pour te rejoindre à l'autre bout de la ville et qu'il y a une preuve tangible. Inquiétude. Je me trompais. Sûrement légitime Tu me après demandes des si voilà cette question toute simple que tu me poses. Toi, je veux marcher. Rien ne peut nous séparer. Oh, baby, marchons même dans la mer pour un meilleur demain, pour un amour sans fin. Chérie, je t'en. Merci aux étudiants de l'École internationale de théâtre du Bénin. Vous avez suivi des extraits de Négrérance, une lettre à l'humanité et un extrait de déclaration. Donc dans cet espace, le micro est déjà disponible au cas où vous avez des questions à poser. Et bien entendu, il va falloir en poser puisque c'est le moment d'en poser à José Pia. Cependant, j'introduis Monsieur José Pia. Quand vous adressiez des lettres à l'humanité, quel est l'espoir qui nourrissait votre écriture quant à l'adresse à l'humanité? Et aujourd'hui, à l'aube de 2022, avez-vous atteint des objectifs avec ces lettres? Et s'il vous était donné de réécrire d'autres lettres, quel genre de lettres écrirez-vous en ce moment? Les lettres à l'humanité, c'est un projet un peu particulier. Vous savez, quand vous êtes auteur de théâtre, vous fonctionnez par, comme tout créateur, parce que vous avez quelque chose à dire. Et que cette chose que vous avez à dire, elle passe par l'expression visuelle ou plastique, elle passe par un film, elle passe par la danse, et elle passe par l'écriture. Et puis, il y a dans la vie d'un auteur aussi ce qu'on appelle des commandes. J'ai parlé de la déclaration, c'était une commande. C'est un metteur en scène qui a lu d'autres pièces de moi, des pièces qui sont venues de moi-même et de ce que j'avais envie de dire du monde et sur le monde. Et puis, dans son projet, il s'adresse à moi en me disant voilà, j'ai tel projet, j'aimerais que tu m'écrives une pièce sur telle thématique. Alors, la commande peut être plus ou moins encadrée. La déclaration, par exemple, c'était... il y avait les consignes, c'était une salle de classe, 2 femmes, 1 homme. Et le thème, c'était l'amour. Voilà. C'est ça qui a donné un extrait de la déclaration. Pour les lettres à l'humanité, c'est une metteur en scène qui, Sophie Acriche, une metteur en scène en France, qui m'a passé commande de textes qu'elle voulait à l'occasion de la guerre, la célébration de la guerre 14-18. Donc on entrait dans le cycle de cette célébration qui a duré de 2014 à 2018. Et donc en 2014, cette metteur en scène me passe commande d'un texte où elle me dit, voilà, j'aimerais que tu... c'était pas sous la forme de lettres, hein, c'était 14-18. J'aimerais que tu m'écrives des textes pour tant de comédiens. Il y avait un nombre de comédiens qui étaient arrêtés. C'était pour des besoins de production et de coûts de production. Et que la thématique, ce soit la guerre 14-18. Voilà, c'était ça, la commande. Elle était beaucoup moins contraignante que la déclaration. Et le cheminement de la création, à partir du moment où vous avez la commande, il y a des commandes qu'on refuse parce qu'on n'est pas inspiré. Et puis il y en a d'autres qui vous intéressent et puis vous vous mettez à chercher comment à la fois répondre à la commande tout en étant dans une démarche d'artiste, c'est-à-dire un point de vue authentique, personnel, intime. C'est trouver la bonne articulation entre ces choses-là. Et le thème m'intéressait, la guerre de 14-18. Les grands conflits mondiaux m'ont toujours passionné parce qu'ils sont révélateurs de ce que nous sommes aujourd'hui. Et la première lettre, celle qui a été lue, celle de Djibril Diop Mambéty, est venue parce que je me suis posé la question de la mondialisation, qui était une forme de mondialisation qui était déjà la colonisation.
de cette France qui entre en guerre et qui est un empire colonial et qui, dans cet empire, a donc des dépendances, des colonies, et les colonies étant françaises. Voilà, le cheminement a commencé comme ça. Et puis, j'ai écrit la première lettre. L'idée étant que c'est un tirailleur sénégalais qui est français, donc par l'Empire, et qui écrit au maréchal Pétain, ça se passe à Verdun, et il va mourir. La guerre de Verdun a été la boucherie, l'une des premières grandes boucheries du XXe siècle en tout cas. Et voilà, j'ai tricoté quelque chose à partir de là. Et l'idée est à ce moment-là de développer une thématique. Donc j'ai fait ça sous forme d'adresse, comme un monologue. Et l'idée est venue de dire, je vais développer pour cette metteur en scène de 14 jusqu'en 18, une dizaine de lettres de 100 grades d'inconnus qui écrivent leur humanité, qui écrivent aux puissants de ce monde. Donc c'est Mambéty qui écrit au maréchal Pétain. C'est plus tard, on va avoir une femme qui est dans les camps nazis et qui écrit à Hitler, qui écrit à l'humanité d'Hitler. C'est un noir américain, un soldat noir américain qui écrit, c'est intéressant d'ailleurs la lettre du noir américain parce que dans son pays, il est discriminé, la ségrégation existe encore en 14-18, mais c'est quand même lui qui est envoyé pour sauver l'Europe en 18, etc. Donc j'ai trouvé intéressant ce va-et-vient entre des sans-rien, des sans-grades, des inconnus qui, dans cette boucherie qu'est la Première Guerre mondiale, écrivent aux puissants de ce monde. Il y a aussi un personnage de pied noir qui écrit à De Gaulle, etc., etc. Donc ce va-et-vient entre l'infiniment petit et les infiniment grands que sont les puissants de cette époque a donné les lettres à l'humanité. D'accord. Ma question demeure. S'il vous était donné d'écrire des lettres à l'humanité aujourd'hui, qu'allez-vous écrire de façon fondamentale? Je pense que j'écrirais une femme du marché qui écrit au président Talon. D'accord, merci beaucoup. Casimir est avec le micro, c'est le moment de vous en servir pour poser vos questions. Donc, je vous passe mon micro. S'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question à M. José Plia. Moi, mon micro est disponible pour une question. Oui. Bonsoir. J'aimerais demander à l'auteur, après Condat le Roquet, est-ce qu'il y a eu une discussion entre l'auteur et son père? Pour que tout le monde comprenne, Condat le Roquet, donc ça rejoint la question liminaire qui a été posée de la relation au père, de tuer le père d'un point de vue symbolique, bien sûr. Et ma réponse a été d'écrire une pièce de théâtre qui soit un pastiche, une parodie de Kondo le requin, la célèbre pièce de mon père qu'on connaît tous ici au Bénin. Et dans Kondo le requin, ma pièce à moi s'appelle Condat le Roquet. Déjà dans le titre, il y a une manière de moquerie. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, ils ne seraient pas béninois ceux-là, Kondo le requin, c'est les derniers jours de résistance du roi Béanzin, donc qui a affronté le colonel Dodds, c'est d'actualité avec les objets qui nous sont restitués. Et la pièce, qui est une tragédie en 5 actes, raconte les derniers moments de Béanzin. C'est le roi qui a régné sur la dynastie des Ruegbadja. C'est celui qui a régné le plus court et c'est pourtant le plus célèbre parce qu'il a eu cet acte de résistance à la pénétration coloniale. Et la pièce saisit de son intronisation jusqu'à sa chute les derniers moments du roi
et tous les conflits à la cour, les relations avec les militaires, etc. Donc c'est une pièce fameuse et je voulais porter le fer par ma pièce à partir de cette pièce la plus célèbre avec la secrétaire particulière, mais celle-là tout particulièrement. Et dans ma pièce, il y a donc ce personnage qui est censé jouer, donc c'est une mise en abîme, hein, c'est-à-dire que ma pièce raconte l'histoire de comédien qui joue Kondo le requin, la pièce de Jean Pliat. Voilà. Et quand le spectacle commence, quand Konda le requin commence, le comédien qui joue Kondo, qui joue Béhanzin et qui s'appelle Konda, refuse de jouer la pièce. Voilà, il s'oppose à la représentation. Donc ça fait un théâtre de mise en abîme où les comédiens, évidemment les autres ne sont pas d'accord, le public intervient, il y a tout un jeu. Et toute la pièce, toute ma pièce à moi est un pastiche, une parodie, une désacralisation de la tragédie de Kondo le requin. Et notamment le fameux discours d'adieu de Béhanzin, qui est un morceau de bravoure. On connaît le discours du Cid de Corneille, qui est comme ça un morceau de bravoure. Ici, on a ce discours d'adieu de Béhanzin, qui est un morceau en soi que tout le monde attend. Lorsque la pièce a été jouée en 2016 pour célébrer les 2 ans du décès de mon père, par Tola Koukoui, on venait d'arriver aux affaires avec le gouvernement de la rupture et le président Talon a commandé à Tola de faire une représentation de Kondo le requin au Palais des Congrès. C'était très émouvant, enfin, pour ceux qui étaient là, et je sais qu'il y avait beaucoup de chancelleries, d'ambassadeurs qui venaient d'arriver au Bénin et qui découvraient le Bénin et qui étaient absolument sidérés lorsqu'à la fin de la pièce, dans le 5e acte, le comédien Kondo dit le discours d'adieu et la salle entière reprend le discours d'adieu de Béhanzin. C'est un classique béninois, cet extrait-là particulièrement. Donc ce moment de bravoure qui est tant attendu par le public, Konda, dans ma pièce, refuse de le dire. Voilà, il refuse de le dire. Et c'est sa manière à lui de tuer le père. Voilà, donc c'était pour recontextualiser. Et évidemment, j'écris la pièce, et mon objectif est évidemment de faire mal à mon père, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc j'écris la pièce, je la lui dédicace dans ma grande générosité, et je la lui envoie. Moi j'étais en France, il était à Cotonou, il la reçoit. Ça a été mon premier lecteur, mon premier correcteur quand j'ai commencé à vouloir écrire. Et c'était assassin, c'était volontairement assassin de lui adresser ça, et avec mon petit courrier en disant « Cher papa, j'attends évidemment tes commentaires ». Donc il a reçu et je n'ai eu aucun commentaire. Il n'a pas répondu. Je pense qu'il a été blessé, donc l'objectif était atteint quelque part. Et ça a été une brouille de presque un an. Presque un an. Il venait en France pour des missions. J'étais à Paris, mais il ne demandait pas à me voir. Bon, les mamans sont toujours des moyens détournés de... Donc je savais par ma mère sa grande colère et son incompréhension et tout ça, mais en dialogue direct, non. Mais j'ai assumé, évidemment, l'objectif était là atteint c'était pas tant de... Enfin, en tout cas, l'idée était, vous savez, dans nos sociétés africaines, la relation au père est compliquée, surtout un père comme celui-là, qui était une figure importante. Donc, c'était compliqué d'aller... Moi, j'ai des enfants aujourd'hui. Lorsqu'on a des conflits, bon, ils n'ont aucun problème à venir me voir pour dire « Papa, je ne suis pas d'accord ». Les temps ont changé. Bon, à l'époque, on n'allait pas voir Jean Pliat pour lui dire « On n'est pas d'accord hein ». Ça ne se passait pas exactement comme ça. Donc la fiction a été un moyen assez formidable de pouvoir dire tout ça, lui dire cette difficulté d'être son fils, en tout cas d'être son fils littéraire. Voilà, c'était surtout ça. Et donc il a mis un an, et au bout d'un an, je pense qu'il a cheminé. Ma mère a été un messager efficace, et puis lors d'un passage à Paris, au bout d'un an, il est venu, il a demandé à me voir.
Donc j'y suis allé. Et puis on a eu 3 heures de discussion comme on n'avait jamais parlé. J'avais déjà, je sais pas, 24, 25 ans, mais on ne s'était jamais parlé comme ça pendant 3 heures. Et puis on a beaucoup pleuré, on s'est beaucoup pardonné. Il y avait un besoin de réconciliation, de lever beaucoup de malentendus liés à l'enfance, à l'adolescence. Donc c'est la version cathartique de la littérature et du théâtre que j'ai pu expérimenter en direct. Dans vos pièces, on voit souvent un mot, dans la plupart des pièces, partir. J'aimerais demander si ce mot a une connotation particulière pour vous, en fait. Alors, on commence à faire la psychanalyse du texte. Si vous l'avez remarqué, c'est que ça a un sens forcément. Je ne saurais l'expliquer. En tout cas, c'est pas volontaire. Après, la question du départ est une question, oui, très importante pour moi. Donc, ça doit sans doute se transparaître, se traduire. J'ai vécu dans une famille avec un père qui a eu une carrière aussi de nomade avant de s'installer au Bénin. Il avait la double nationalité, béninoise et française, et selon les régimes politiques qu'il y avait au Bénin, il servait tantôt la coopération française, tantôt le Bénin. Et on a donc beaucoup bougé, enfant, on a beaucoup bougé. Et pour moi, ça a été des douleurs assez difficiles à gérer. Ces questions de partir, c'est quand vous êtes coopérant, vous faites 2, 3 ans, et puis vous quittez. Et quand on est enfant, surtout à l'adolescence, la prime adolescence, on a des copains, on a des copines, et c'est à la vie, à la mort, tout est excessif quand on est adolescent. Et on se fait des amis, on a vécu au Niger, on a vécu au Togo, on a vécu au Gabon, et à chaque fois, il fallait partir. Donc moi, c'était des arrachements, évidemment, à chaque fois, pour nous tous, mais certains enfants sont plus sensibles que d'autres. Moi, j'étais très sensible à ça, à cette idée de devoir quitter pour suivre le père. Donc ça m'a beaucoup marqué, au point où je m'étais juré les promesses là aussi d'adolescence et de jeunesse, que quand moi je serai grand, je m'installerai quelque part, je n'en bougerai plus. Bon, j'ai fait le tour du monde, voilà, c'est comme ça. Il faut se réconcilier avec ces choses-là, et la littérature aide beaucoup. Donc oui, sans doute, mes personnages sont, et notamment la pièce que vous allez jouer, Nous étions assis, c'est une pièce qui questionne le départ, qui questionne l'arrivée, qui questionne le départ, qui questionne l'endroit d'où on est, qui on est. Est-ce que pour se trouver, il faut partir? Est-ce qu'il faut rester? Quelle est notre identité dans l'errance? On a parlé de nègre-errance. Oui, c'est une question qui est importante dans ma dramaturgie. J'ai une question à laquelle vous avez le droit de répondre ou pas. Voilà. Quand je regarde un peu votre écriture, je lis, elle a l'air très très extravertie, mais je lis beaucoup d'intimité, de solitude parfois dedans. Comment quelqu'un qui est aussi, et qui pour moi traduit une réelle profondeur de l'être, comment quelqu'un qui est aussi axé sur la condition humaine arrive à travailler dans un milieu aussi politique, tout en étant en phase avec lui-même et en étant en phase avec ses rêves, ses objectifs de travail? C'est une vraie question, c'est une très très grande question. Et vous parlez de la condition humaine, la nature humaine est complexe. La nature humaine est complexe. Édouard Glissant parlait de l'opacité de la condition humaine. Et il faut l'accepter, cette opacité-là. Il faut la cultiver même. C'est ça qui fait notre humanité. C'est dans nos contradictions que nous sommes humains. Au noir et blanc, aux choses tranchées,
je privilégie, c'est mon parcours, c'est mon histoire, ce que je dis, je préfère tout ce qui est entre gris clair et gris foncé. La littérature a ceci de particulier qu'elle n'est pas un dogme. Elle n'a aucune vocation à la vérité. Elle a vocation à ouvrir des chemins, à ouvrir des pistes de réflexion sur l'humain. Les grands artistes n'ont pas de réponse, ils n'ont pas de solution. Ils explorent les chemins de l'opacité et ils le donnent et puis, c'est ce qui fait la valeur ajoutée de l'art, c'est ce supplément d'âme où on se dit, voilà, parce que vivre, c'est dur, vivre, c'est compliqué. On a des contingences, on a... le monde politique dont vous parlez est un monde extrêmement violent, et c'est éternel. Depuis la grande source d'inspiration pour les auteurs dramatiques, c'est Shakespeare. Et Shakespeare, l'essentiel de son théâtre, ça a été un théâtre d'exploration du politique. Toutes ces pièces posent la question du politique, parce que le politique est au cœur de la cité, et la cité gouverne, oriente nos vies, etc. Et la politique, c'est l'art pour arriver à ses fins, pour arriver à un objectif, c'est l'art de la compromission. Aucune politique ne peut se faire parce qu'on gère des êtres humains qui ont des points de vue extrêmement différents. Et on a trouvé un système qu'on a dit être le meilleur qu'est la démocratie, où ce n'est pas la majorité, ce n'est pas l'unanimité, c'est une majorité même à 1,5% près. Et souvent on se dit, mais si je suis élu à 50,5% et les 45 autres qui ne m'ont pas choisi, et pourtant il faut vivre ensemble. Donc, pour répondre à votre question, je reprends exactement le même principe que celui avec mon père. Je me sers de la littérature pour exorciser les contradictions de mes choix, de la vie, de tout ce qui peut être, comment vous avez dit ça, oui, ambigu, qui peut... Comment on arrive à concilier ces choses-là. La littérature est un bon... enfin, moi, je suis très heureux de l'avoir. Je ne sais pas comment font les autres, mais moi, je sais que la politique m'aide beaucoup, enfin, la littérature, pardon, m'aide beaucoup à gérer ces contradictions. Souvent, depuis 2016 que je suis dans ce régime politique-là, évidemment, beaucoup de choses vous interpellent, beaucoup de choses vous heurtent, beaucoup de choses... C'est normal, on est humain, rien n'est... Et d'ailleurs, souvent, beaucoup de collègues du régime se méfient de moi quand je suis dans les réunions parce qu'ils disent on sait que ça va sortir dans une pièce, alors il ne faut pas trop dire ça à côté de lui. Bon, les artistes sont des éponges, évidemment, et prennent. Mais on a le miracle, on n'est pas dans le reportage, on est dans la fiction. La fiction offre une liberté absolument extraordinaire. Donc voilà, je pense qu'il faut on a eu beaucoup d'exemples de grands artistes, écrivains notamment, qui ont voulu appliquer la question de la morale à l'action politique. Et ils se sont tous cassés les dents. C'est pas que c'est impossible, c'est que c'est quasiment impossible, parce que ce n'est que l'art de la compromission. Et parfois, pour arriver à un objectif, oui, on peut poser un acte immoral, pour arriver à ses fins. C'est la politique. Je pense à un grand écrivain, il y en a plusieurs en Afrique, notamment au niveau international, les plus grands en France, que ce soit Lamartine, que ce soit Victor Hugo. À chaque fois qu'ils ont voulu tremper dans la politique et amener leur intégrité d'auteur et d'artiste, leur vision, ils se sont cassés les dents. La politique, ce n'est pas de la littérature, et vice-versa. Et ici, l'un des exemples qui enfin notre génération, nous touche beaucoup, c'est le grand écrivain congolais, homme de théâtre, Soni Laboutansi, qui, voilà, lorsqu'il a voulu tremper dans la politique, il s'est fait dévorer. C'est un monde de cruauté terrible. Et il ne faut pas se leurrer. Il faut avoir cette lucidité de comprendre que la littérature est à côté du politique. Prendre le politique pour ce qu'il est. Et puis, si on a... Et d'ailleurs, ceux qui ont bien réussi, c'est ceux qui, ayant
fait du politique. L'honnêteté intellectuelle, c'est important. D'accord. Voilà, ça oui, de ce point de vue-là, c'est-à-dire l'honnêteté dans sa démarche d'artiste. Je donne un exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, il m'est arrivé d'avoir des commandes de compagnies théâtrales, parfois extrêmement bien payées, que j'ai refusé auxquelles j'ai refusé de répondre, parce que je ne me sentais tout simplement pas capable de le faire. Voilà, c'est une question d'honnêteté intellectuelle, de dire voilà ce qu'on me demande là, je ne peux pas le faire. J'ai des collègues auteurs qui seraient allés, quitte à se trahir dans leur démarche, dans leur sincérité d'artiste. Toute commande, même quand on est crève-misère, ne doit pas, selon moi. Je donne également un exemple. Il y a eu un exemple célèbre, et ce n'est pas forcément des écrivains, c'est quand je parle de l'artiste, c'est au sens large. Il y a un immense comédien français qui s'appelle Michel Bouquet, qui a raconté cette anecdote dans sa mémoire où il y a une pièce de théâtre, dont je ne me souviens plus le nom, qui raconte l'histoire de deux nazis qui conversent. Je ne sais pas si c'est la pièce qui était mal écrite ou si c'est la mise en scène qui n'a pas fait les bons choix, mais l'objectif, en tout cas, de celui qui écrivait la pièce, c'était de dénoncer le nazisme. Les comédiens se sont emparés du texte, ils ont suivi les indications du metteur en scène, ils étaient deux, il y avait Michel Bouquet et puis un autre, je crois que c'est Michel Serrault, mais bon, deux très grands comédiens français, et qui ensuite sont mis à jouer la pièce. Et au bout de quelques gros succès, parce que c'est des grosses vedettes, mais au bout d'un certain temps, quand ils ont commencé à avoir les réservations, ils se rendent compte que la salle est pleine de gens d'extrême droite. Et les tonnerres d'applaudissements après. Donc ils ont commencé à se dire, mais c'est étrange, enfin, on est censé jouer une pièce qui dénonce le nazisme, et on a des nazis, des fachos qui viennent acclamer la pièce. Et au bout d'un certain temps, ils ont décidé d'arrêter. Ça avait du succès, ça marchait, mais ils se sont dit non, on ne peut pas par notre art cautionner ce qu'on veut dénoncer. Il y a eu un couac quelque part, sans doute dans la mise en scène, on s'est loupé. Voilà, c'est en ça que je pense que l'artiste doit avoir une démarche sincère et honnête. Merci, merci monsieur Joseph Pierre. Il y a Nicole qui avait une question. Merci Nicole. Merci monsieur. Moi je voudrais savoir, d'un point de vue extérieur, je me suis toujours dit qu'il n'y aura que des avantages que d'être enfant d'eux. Mais souvent, force est de constater que les enfants d'eux parlent quand même aussi des inconvénients à être enfants de leur père. Moi, je voudrais que vous partagiez avec nous deux avantages d'être enfant de votre père et deux inconvénients d'être enfant de votre père. Ensuite, je voudrais que vous finissiez en me disant, est-ce que s'il vous était donné de renaître, vous choisirez d'être l'enfant de votre père ou vous auriez préféré ne pas l'être? Dans l'absolu, j'ai envie de dire que c'est un... on peut poser la question autrement et dire quels sont... Donnez-moi deux avantages d'être au monde. Parce que la question de la notoriété du père ou de la mère, comment dire, c'est accessoire. Mais puisque c'est votre question, non, je dis ça pourquoi? Parce que oui, il y a un focus sur les enfants d'eux, et on s'imagine que. Mais vraiment, sincèrement, et ça c'est mon rôle d'auteur, pour avoir observé entre guillemets ceux qui ne sont enfants de personne, c'est compliqué d'être enfant tout court. C'est ça que je voulais dire. C'est compliqué d'être au monde. C'est dur d'être au monde, quel qu'on soit. Alors après, il y a
voilà, il y a des valeurs ajoutées ou pas, mais c'est compliqué. J'ai envie de dire, c'est quoi les avantages d'être le fils d'un meurtrier en série? On peut aussi poser la question, voilà. Mais c'était une parenthèse pour problématiser votre question. Un avantage à être fils de, je ne vais pas me donner un exemple, je vais donner l'exemple de mon fils. C'est une anecdote récente, mais bon, vous allez comprendre que ce que je dis pour mon fils est évidemment valable pour moi. Mon épouse et moi, on a eu la chance pendant les fêtes de se retrouver tous. Les enfants sont grands et ils sont tous disséminés à travers le monde. Et ils sont tous venus pour les fêtes. C'est une grande famille, c'est trois filles et 2 garçons. Et il se trouve que dans les 2 garçons, j'ai 2 rebelles qui ne veulent pas se faire vacciner. Bon, ok, c'est leur choix, c'est un sujet qu'on évite parce qu'on se fâche tous dans la maison, mais ils refusent de se faire vacciner. Et ils ont chopé le virus en venant au Bénin, pendant les congés. Et l'un d'eux a pu partir au bout d'une semaine et l'autre, ça a été assez picaresque parce que ça n'en finissait pas. Tantôt il y avait un test positif, un test négatif. Bon, il a eu 3 semaines de rab au Bénin dont il n'a pas pu profiter parce qu'il était confiné. Et c'est devenu presque un gag tellement il y avait de mésaventures pour son départ. Il n'en pouvait plus. Et au bout du compte, je vous la fais courte, il finit par avoir le test négatif et le vol pour partir. Mais comme lui, il me disait quand je l'accompagnais pour lui dire au revoir, il me dit, bon, tant que je ne serai pas atterri à Paris, je n'y croirai pas. Et le lendemain, il arrive à Roissy et je lui dis, bon, tu vois, tu as atterri, il dit, mais oui, mais tu ne sais pas tout. Quand tu m'as quitté, que je suis arrivé à la douane de l'aéroport de Cotonou, je montre mon passeport et là, le douanier me dit, votre visa est expiré, donc vous retournez à Cotonou. Jusqu'au bout. Et le douanier ne voulait rien entendre. Et mon fils, voilà, il n'avait même plus de téléphone. Moi, je lui avais dit au revoir, il ne savait même pas quoi faire. Il allait rentrer. Quand il y a un douanier, le douanier en chef qui arrive, qui voit la situation éternisée et qui dit qu'est-ce qui se passe. Et les autres lui expliquent son visa expiré. Et il regarde, il dit Plia. Et il dit, ah bah, Plia, ok. C'est le fils de Jean Plia. Vous êtes le fils de Jean Plia? On dit non, le petit-fils. Passez. D'accord. Donc, voilà un avantage, d'accord? Et si mon petit-fils a vécu ça, vous pensez bien que, en tant que fils de, ça, voilà, c'est un des avantages. Un deuxième avantage, bah, c'est un beau nom, c'est joli, Plia, c'est ça. Les inconvénients, il faut rester humble sur les inconvénients. Honnêtement, les inconvénients, c'est essentiellement des inconvénients de vraiment dans l'explication de 3 heures qu'on a finalement eu, mon père et moi, autour de Condat le Roquet, ce qu'on a réussi à clarifier, c'est que ce n'est pas tant lui qui était un problème que la société, le regard de la société béninoise où j'ai grandi, qui me renvoyait à son nom. C'est-à-dire qu'il porte un nom qui représente tellement de choses que les gens sont dans des attentes vis-à-vis de l'enfant. Et un fils de Jean Plia ne fait pas ci, un fils de Jean Plia ne fait pas ça. Donc, mes colères étaient plus liées finalement à l'environnement et à ce qu'il représentait m'empêchait de faire mes bêtises d'adolescent qu'un réel problème avec lui. Le regretté Robert, merveilleux recteur, proviseur des Tchénou de Bégamé où j'ai fait mon école. Voilà, le nombre de fois qu'il m'a chicoté en pleine cour parce que le fils de Jean Plia ne fait pas ça. Et voilà, c'est des choses qui vous marquent, quoi. Le fils de Jean Plia, donc on était 15 à faire la bêtise, mais le seul qu'on va chicoter, c'est le fils de Jean Plia. Bon, ça, c'est un gros inconvénient. Voilà, une fois, j'étais dans le quartier des Cocotiers, là où j'ai grandi, et puis dans une rue, je devais avoir quoi, 14-15 ans, j'étais asthmatique, donc je n'allais pas aller très loin avec mes petites clopes.
mais tout le monde fumait, alors je voulais fumer. Donc je me suis mis à fumer, et puis un passant, c'est authentique, hein, il passe, il me reconnaît, il descend, il me fout une calotte en disant le fils de Jean Plia ne fume pas. Bon. Il y a beaucoup de choses qui ont eu beaucoup de résonance en moi. Je vais reprendre un petit peu juste un point, qui est le point de la sincérité qui a été évoqué tout à l'heure. J'ai pour ma part la conviction que la non-sincérité est presque parfois un devoir pour l'artiste. L'essentiel étant qu'il soit lui-même. Et en ce sens, me semble-t-il, en tout cas de ma propre expérience personnelle, c'est un chemin de recherche de la cohérence de soi. Et c'est un chemin difficile. Et si sincérité il doit y avoir, c'est d'abord par rapport à soi. Les autres, on en fait son affaire. J'aime bien, dans mes pièces de théâtre, fonctionner par... disons que voilà, j'ai toujours aimé, quand je faisais mes études de lettres, ce qu'on appelait, le genre qu'on appelait le roman à clé. Ce que j'aime beaucoup, il y a un livre que je recommande à tout le monde ici, vraiment, et le chef de l'État a eu la grande idée, et j'espère que vous pourrez, lorsque l'événement arrivera, y assister, d'inviter le nouveau prix Goncourt, Bougar Sarr, la plus secrète histoire des hommes. C'est un roman extraordinaire, mais vraiment, il y a longtemps que je n'ai pas eu un choc littéraire de cette envergure. Et c'est un roman à clé. C'est un roman où les personnages, chaque personnage parle de quelque chose d'autre. Et pour répondre à votre question, j'ai toujours aimé ça. Des titres qui sont porteurs de sens, qui sont des clés pour ouvrir autre chose. Ce qu'on appelle beaucoup en littérature le métatexte, cette manière de... Donc Djibril Diop Mambéty est un cinéaste sénégalais. On a été bercé enfant par les films que l'on voyait beaucoup à l'Institut français, au Centre culturel français de Cotonou. Et c'était beaucoup de films, c'est normal, c'est la France, elle fait la promotion de son cinéma, et on a découvert tous les grands classiques, Truffaut, etc. aussi. Et puis, assez tard finalement, j'ai découvert le cinéma africain, par moi-même, étudiant à Paris. Et le premier film africain que j'ai vu, c'était à Paris, dans une petite salle d'art et d'essai du 5e, c'est Yen de Djibril Diop Mambéty, qui est un film inouï. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un film d'une telle liberté. Et c'est donc un très grand cinéaste qui m'a toujours fasciné, mort relativement jeune, quelques films marquants. Donc quand j'écris cette lettre d'un tirailleur sénégalais qui va écrire au maréchal Pétain, il y a pour moi une manière de rendre hommage à cet écrivain qui m'a marqué. Et puis dernière chose, ça c'est quelque chose de très particulier pour moi, ma langue, enfin mon écriture, je la veux extrêmement musicale. J'ai une écriture, j'ai d'abord été formé et forgé par les poètes avant d'être fasciné par le roman puis le théâtre. C'est d'abord la poésie qui est au cœur de mon rapport à la littérature. Et dans les poètes, j'aime bien les poètes qui ont une écriture extrêmement musicale. Et Djibril Diop Mambéty, c'est très musical. Voilà. Pour la beauté des allitérations, je trouvais que ça valait le coup, à double titre donc, de rendre hommage de donner ce nom au personnage. Bonsoir, Monsieur José Plia. Moi, c'est Adekambi Djebi. Est-ce que c'est une question? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une réponse? Je ne sais pas non plus. Je vais quand même tenir mon propos. En commençant par vous dire merci. Merci pour l'écriture de la pièce Konda le Rocky, que j'ai rencontrée il y a quelques années, que je me suis fait un devoir de lire parce que ça répondait pour moi à un appel. Le même, enfin pas forcément exactement le même que le vôtre. J'avais besoin d'un socle sur lequel m'appuyer
pour répondre à mon père. Un monsieur que j'aime beaucoup, qui n'est pas connu comme le vôtre, mais qui a une autorité très forte dans le monde qui est le sien, évidemment. Et vous avez dit, j'ai trouvé dans cette pièce une réponse à une question, à des questionnements. Et je pense qu'à un moment, j'ai expérimenté. C'est-à-dire, j'ai fini par dire non. Alors, ma question, c'est, que répondrez-vous à un lecteur? Vous avez dit que les grands artistes n'ont pas de réponse. Mais moi, j'ai trouvé une réponse dans votre pièce. Que répondrez-vous à un lecteur qui vous a lu et qui a trouvé dans votre texte une réponse, qui a pris le chemin, la route de cette réponse-là, et qui par finir semble s'être enlisé et qui finit par vous en vouloir, et qui est en face de vous, avec un coupe-coupe à la main? J'ai partagé ma relation à l'écriture, à la littérature, à l'art. Ce n'est que la mienne. Hein. Certains, d'autres vous diront que la littérature ou l'art doit apporter des réponses. Ce n'est pas ma vision. Mais on ouvre des chemins qui, et tant mieux si les gens y trouvent des réponses. Voilà. Beaucoup de mes pièces, il y a souvent assez peu de happy end, de fin heureuse ou de dénouement concluant. Il y a des fins ouvertes. Les personnages ont développé plein de conflits et de contradictions. Ils ont présenté plusieurs pistes possibles. Ils ont montré la complexité et l'opacité de la chose humaine. Et à la fin, on laisse le spectateur. Alors, c'est compliqué parce que c'est vrai que notre besoin de dramaturgie, nous, êtres humains qui aimons qu'on nous raconte des histoires, ça vient des contes. Les contes se terminent par une morale, une fin qui aide l'enfant à s'édifier. C'est important que pour le conte, il y ait des fins parce que l'enfant se construit avec les questions de bien, de mal et de repères. Mais après, pour nous adultes, il y a cette manière de responsabilité de dire, en tout cas en tant qu'auteur, je vous ouvre un champ de possibles et faites votre marché en quelque sorte. Faites votre marché. Donc vous avez fait ce marché-là lorsque vous avez lu la pièce et il a dû répondre à des questionnements ou à des préoccupations du moment et il se peut effectivement que ça change. Et l'histoire de l'art, l'histoire de la littérature, je rapporte toujours ça à cette dimension un peu générique des choses, est faite de comment l'art a changé la vie de millions et de millions de gens, a donc donné des réponses, c'est évidemment. Mais je ne pense pas que c'était l'intention de l'auteur de donner une réponse. C'est peut-être ça la force. C'est que quand il n'y a pas l'intention de faire une morale, d'être dans un dogme, d'asséner une vérité révélée, que justement, ça permet cette possibilité de piocher, de trouver des chemins ou pas, des chemins qui peuvent se révéler après ne plus être en phase avec ce qu'on veut. Donc, à cette personne qui se tournerait vers moi, après avoir trouvé une réponse qui ne lui convient plus, je lui dirais « Bienvenue en humanité ». Vous avez la possibilité d'utiliser la littérature pour vous adresser à des gens à qui vous ne sauriez vous adresser de façon frontale. Et s'il vous était donné, vous m'avez déjà répondu à cette question, s'il vous était donné d'écrire, de faire une lettre à l'humanité aujourd'hui, vous avez dit clairement, et c'est vous, Monsieur José, qui le dites, vous avez dit que vous mettrez des mots dans la bouche d'une femme de Dantokpa à l'endroit de Talon. Et votre voix résonne ici à la plage. Quels sont les premiers mots, quelles sont les premières répliques que vous diriez? On est en pleine improvisation, donc elle écrirait « Cher Agbono ». Si vous voulez, on va composer ça. Il y a la musique qui va vous accompagner et vous feriez de l'écriture audible tout de suite en l'espace de 2 minutes. Merci. Donc, vous avez dit « Cher Agbono ». Merci. Cher Agbono. Je vous écris depuis le marché de Dantokpa, marché que vous avez décidé de détruire.
pour vous dire combien notre vie, nous marchandes de ce grand espace de vie qu'est un marché, lieu de croisement, lieu de vie et de mort, lieu de vivre ensemble, pour vous dire combien ce marché va nous manquer. Ma mère y était marchande. J'y ai grandi. J'y ai grandi parmi les pailles, ces pailles qu'on dit africains mais qui nous arrivent de Hollande. J'y ai grandi en voyant passer tellement de monde, tellement de femmes, tellement d'hommes, tellement de langues aussi, des langues d'ici, des langues d'ailleurs. Et puis, toute petite, je voyais passer ces pieds, ces pailles, ces pas et ces sonorités qui sentaient bon l'humanité. Mais vous vous dites, Monsieur le Président, comment une femme du marché, qu'on suppose illettrée, peut prendre la plume et vous écrire pour vous faire part de sa nostalgie. Eh bien, c'est très simple, Monsieur le Président. Tandis que ma mère vendait des pailles au monde entier, moi, j'écrivais. Vous savez, sur les wax, il y a des mots qui sont écrits, des mots en anglais, des mots en hollandais. Et plutôt que d'aller à l'école, je les reprenais, je les réécrivais. Souvent, des papiers jetés par les passants. Et c'est ainsi que j'ai appris à écrire. Alors merci. Merci à ce marché qui a vu tant de femmes, d'hommes, d'enfants passer. Je ne vous en veux pas. Je connais la marche du monde, je sais que les choses doivent changer. Je voulais simplement vous demander, en guise d'adieu à ce marché. Et je sais, Monsieur le Président, que d'autres horizons nous attendent, d'autres marchés, d'autres lieux. Mais pour faire le deuil de ce marché que nous allons quitter, je tenais à vous dire merci. Merci de nous offrir un nouvel horizon. Mais permettez, avant que cet horizon ne se dessine, que je puisse dire adieu. Adieu au marché d'Antokpa. Votre très cher dévoué, Aminata, merci. 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 Merci de vous être prêté à l'exercice. Cependant, on entend bien que c'est acté peut-être le déplacement de Tokpa. Ce n'est pas le sujet, c'est vous le sujet. Donc, ouais, allez-y. Ouais. Bonsoir, Monsieur José. Je m'appelle Dansou Guy Gervais. J'ai suivi beaucoup de vos textes mis en scène par plusieurs metteurs en scène. Et en tant qu'écrivain de votre acabit, je voudrais savoir comment vous prenez les mises en scène que vous suivez lorsqu'on met en scène vos textes. Quels sont les sentiments qui vous animent? L'autre chose, j'ai lu votre texte, le complexe de concours de circonstances. Et vous avez précisé dans une didascalie que vous voulez que le metteur en scène mette une photo de Arthur Rimbaud
Je voudrais savoir si c'est juste l'imagination ou bien vous avez une relation, vous avez un sentiment particulier envers le poète Arthur Rimbaud. Merci. Le poète Rimbaud a été une figure tutélaire, une figure essentielle dans ma construction d'écrivain, dans mon rapport à la langue, dans une certaine manière, dans une certaine vision du monde aussi, et dans l'exigence de ce qu'est l'acte d'écriture. Il a cette fameuse phrase où il dit « le poète se fait voyant ». Et voilà, un poète, un artiste est censé voir ce que les autres ne voient pas. C'est un peu le voleur de feu, c'est le Prométhée qui ramène aux autres des images insoupçonnées, des moments instantanés que les autres ne voient pas. Donc c'est vraiment une source d'inspiration très forte. Ça renvoie à votre deuxième question, quid de la relation au metteur en scène? Bon, quand on est jeune auteur et qu'en cours de circonstance à une pièce de jeunesse, on a la naïveté de croire que ce qu'on écrit, en tout cas on a la volonté et la naïveté que ce qu'on écrit sera reproduit. C'est une erreur d'une part, et c'est une impasse. Pourquoi? Parce que ce qui est formidable dans le travail d'écriture et théâtral, c'est les transmutations successives. Il y a l'auteur à la base, il y a ensuite le metteur en scène qui va arriver avec tout son arsenal, qui n'est pas seulement la direction d'acteur, qui est aussi la scénographie, qui est la lumière, qui est la création musicale, qui est un nombre incalculable d'accessoires qui vont venir transformer le texte. Et puis il y a les acteurs, troisième élément du puzzle, qui viennent apporter des choses que même le metteur en scène, quelle que soit sa direction d'acteur, ne peut imaginer. Et enfin, dernier élément, le public. La force du théâtre, c'est que ça se joue devant le public. Donc on est sûr, vous avez écrit un texte et vous avez la naïveté de croire qu'il va être restitué tel quel, alors qu'il y a tous ces intervenants que je viens de citer qui doivent passer dedans. Donc il va y avoir beaucoup d'humilité pour se dire « il ne m'appartient plus ». Ou alors, vous le mettez en scène vous-même. Mais même quand vous mettez en scène vous-même, dès que vous vous confrontez à tout ce que j'ai dit de la dramaturgie, ça change. Le scénographe va arriver et vous dire oui, mais ça, c'est pas possible. Le créateur de son, donc eux vont modifier même votre vision à vous, d'auteur, metteur en scène. Les acteurs, et je les salue d'ailleurs qui sont là, c'est des têtes de l'art, ils sont têtus, ils sont compliqués, les acteurs. C'est l'une des choses les plus merveilleuses qui soient. C'est les plus difficiles pour un metteur en scène de gérer des acteurs. Mais au bout du compte, c'est eux qui ont raison parce que la sueur et la réalité du plateau, c'est eux qui la vivent. Moi, j'ai écrit, j'ai fait, le metteur en scène a donné ses indications, il est dans la salle. Ceux qui mouillent le maillot, c'est eux les acteurs. C'est eux qui ont le dernier mot, en somme. Et voilà, tout ça pour vous dire que j'ai vécu dans mon parcours conséquent maintenant d'auteur et de metteur en scène aussi, je suis passé par tous les états de la colère où j'ai voulu étrangler le metteur en scène parce que il trahissait ce que je faisais, à l'exaltation parce que les acteurs ont transcendé et ont dit plus que ce que je ne pensais avoir écrit. Et ça, quand ça vous arrive, quand vous avez écrit quelque chose et que vous avez vraiment le metteur en scène, certes, mais surtout des acteurs qui le portent, qui le subliment, qui l'emmènent dans des territoires insoupçonnés que vous n'aviez même pas imaginés, c'est la plus grande des satisfactions pour un écrivain. Oui, enfin, disons que je vais juste, au terme donc, de la discussion qu'il y a eu autour de Condal Roquet, la relation entre le père et le fils, souligner une autre dimension que l'on n'a pas abordée, mais qui transparaît un peu donc, dans les réponses que vous venez de donner, c'est cette relation entre le comédien et le personnage qu'il joue. J'ai l'impression qu'on a passé sous silence cette dualité et ce conflit interne que vous avez voulu aussi aborder à travers le personnage de Conda, le Roquet. Et je voudrais savoir si, dans cette relation, qu'est-ce que vous avez vous-même voulu transmettre comme message vis-à-vis donc des comédiens qui jouent des personnages
et qui finalement donc, se retrouvent prisonniers de leur personnage et n'ont plus de personnalité. Le monsieur juste avant vous a évoqué une pièce qui est un peu prémonitoire de ce que Condat. Il a parlé de concours de circonstances. Concours de circonstances, c'est déjà l'histoire d'un étudiant qui est en train d'écrire une pièce pour un concours théâtral et qui voit le personnage qu'il est en train d'écrire lui apparaître dans sa chambre d'étudiant. Et toute la pièce, c'est le dialogue entre l'écrivain et le personnage qui s'est matérialisé, qui est sorti littéralement de la pièce. Et le personnage ne veut pas mourir. L'auteur veut faire mourir le personnage et le personnage lui apparaît pour refuser cette mort-là. Et c'est concours de circonstances. Mais à l'origine aussi, on a vraiment des sources d'inspiration. Il y a le grand écrivain italien Luigi Pirandello qui a écrit 6 personnages en quête d'auteur. C'est une pièce forte et importante du répertoire européen et qui raconte donc l'histoire d'une pièce où un metteur en scène est en train de répéter avec des acteurs une pièce et il voit débarquer les personnages que les acteurs sont en train d'interpréter. Et les personnages arrivent et il y a un moment extrêmement troublant où les personnages jugent la prestation des acteurs. C'est une pièce fabuleuse, 6 personnages en quête d'auteur. Et évidemment, tous les acteurs et personnages vont se liguer contre l'auteur. Le coupable, c'est l'auteur. Bon. Donc voilà, ça, c'est des pièces qui m'ont marqué. Et Concours de circonstances est clairement inspiré de ça. Condat, c'est exactement cette mise en abîme comédien-personnage, parce que vous avez raison de dire Condat, mon personnage, joue Kondo, le personnage de Jean Pliat. Il ne joue pas Béhanzin, il joue Kondo. Et donc il y a tout cet effet d'illusion, d'optique. Le théâtre, Corneille a écrit cette merveilleuse pièce qui est l'illusion comique, et tout le théâtre n'est qu'un jeu de miroir et de duplicité. Donc, dans Condat le Roquet, il y a cette volonté de Condat de ne plus jouer Kondo. Pourquoi? Et c'est là qu'il y a le rapport avec le père, c'est que Condat est un acteur, c'est comme ça que je le raconte, qui a eu toute sa célébrité grâce à l'interprétation de Kondo. Vous savez, vous avez beaucoup d'acteurs qui sont prisonniers d'un personnage qui leur colle à la peau. Alors ils font tout pour jouer autre chose, mais dès que les gens les voient, les gens leur disent « Ah, mais non !» Finalement, même les gens les appellent par le nom du personnage que par leur propre nom. Et c'est une prison terrible pour un acteur. L'acteur, sa vraie joie, c'est de jouer tous les rôles, du comique au tragique et tout ça. Et vous avez un rôle qui a eu un succès fou, le public vous identifie à ça et vous enferme là-dedans. Et Condat, mon personnage, c'est un peu ça. Il a trouvé la célébrité en interprétant Kondo, et voilà qu'il se révolte contre son personnage. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai voulu dire, et j'ai voulu mettre en abîme il tue son personnage quelque part. Condat tue le personnage de Kondo, comme moi je voulais tuer mon papa. Madame, vous êtes endormie. Ne restez pas couché comme ça. En plein salon. Vous serez mieux dans votre lit. Vous êtes épuisé. Cette nuit de veille vous a fatigué. Vous dormez. Vous dormez. Restez couverte. Reposez-vous, madame. Reposez-vous. Bien. Je suis prête. Je me suis fait veille. Un peu de rouge à lèvres. J'ai pris mon vieux manteau. Il doit faire froid dehors. Je m'en vais. Je suis heureuse. Malgré tout, j'ai eu de bons moments. Je ne regrette rien. Merci. Je vais chercher mon père. Je vais chercher ma mère. Il y a peut-être un espoir de les retrouver. Nous reviendrons vous voir. Bonjour, Vigo. Aujourd'hui, nettoyage des pieds de chaise. Pour le salon, utilisez le chiffon mou. Elles sont fragiles. Et n'oubliez pas celle en cuisine. Ça fait 2 fois que vous les oubliez. Le haut est fait, mais pas les pieds. Il reste des taches noires. Ça se voit. Appliquez-vous. Ne gaspillez pas le produit. On n'en trouve plus. Je vous le répète. Il en faut très peu. Une larme pour 4 pieds, c'est suffisant. Vous frottez, les taches partent.
On n'a trouve plus du produit. Pour le salon, pas de produit. Ça fait 100 fois que je le dis. C'est un produit toxique. Les noyés, ça les abîme. Vous n'écoutez pas. Chiffon mou et eau oxygénée pour les chaises du salon. Bonjour, Tanti. C'est le bonjour que je vous offre. Recevez-le comme on reçoit un bel adieu, avec chaleur et amitié. Bonjour. Je vous ai dit bonjour. Appliquez-vous. À la salle de bain, il y a des taches saumâtres. Ouvrez les yeux. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est fatigant de répéter. C'est comme le reste. La vaisselle, le linge, la cuisine, rien n'est fini. Tout est comme ça. Approximatif, négligé. Juste je répète, moi vous en faites. Igor se plaint du ventre. Une indigestion. Certainement. Par les temps qui courent, tout ce qui se met à la bouche doit être désinfecté. Fruits, légumes, tout. Il n'y a plus de bicarbonate. Vous ne m'en avez pas parlé. C'est trop vous demander. Résultat, Igor se porte mal. Vous me rendez folle, Vido. Folle. Je ne sais plus sur quel ton parler. J'appelle sur vous et vos enfants tous les vœux. Santé, bonheur, prospérité. Je veux vous remercier aussi pour le manger et pour le boire et pour la vie. Je veux vous dire merci. On ne vous demande pas la vie. Juste me prévenir à temps. Pour les patates, l'huile, le sel, les oignons. Juste me prévenir. Et si possible, ne pas nous rendre malades. C'est très compliqué. Le bout du monde, je vais ramener du bicarbonate. Vous prenez une bassine, vous y mettez de l'eau, vous mélangez. Il n'en faut pas des litres. Vous trempez les aliments, tous les aliments, une heure pleine, ni plus ni moins. Vous jetez l'eau, vous rincez le tout. Par votre négligence, les rats sont de retour. Les rats, mon Dieu, les rats. Quel malheur. On les entend dans les placards, sous les fauteuils, derrière les portes. On les entend et ils ne meurent pas. C'est du laisser aller. J'ai toujours su que ce serait très compliqué. Je m'en veux de ne pas me faire comprendre. Je suis si gauche avec les mots. Si ce n'était de l'arrogance, je vous inviterai à regarder votre maison. Les choses parlent mieux avec les mots. Regardez combien elle est nettoyée, lavée, balayée, astiquée, dépoussiérée, blanchie, repassée, préparée, rangée, comme elle ne l'a jamais été. Une maison neuve pour un nouveau départ et pour retourner la page de ma présence ici. C'était mes mots à moi. Mais au revoir. Mais je savais que vous auriez du mal à comprendre. Pardonnez-moi, Tanti. Pardonnez mon insolence. Je vous pardonne. Vous avez vu tant de misère avant. Je vous pardonne le bavardage. Mais n'abusez pas. Mettez-vous au travail. Le jour se lève. J'ai vu un homme. Un homme aux cheveux bleus. Il m'a dit que tout était fini. Il vient pour m'amener. Il a un fort accent. L'accent du Dakota. Il a été précis. La guerre est terminée. Nous sommes libres. Nous sommes libres. C'en est assez. Vous divaguez. La guerre n'est pas finie. Il n'y a pas d'homme. Vous ne voyez personne. Vous ne connaissez personne. Vous ne sortez jamais. Vous avez fait un mauvais rêve. C'est tout. Rappelez-vous, quand vous êtes arrivés, vous nous faisiez des cauchemars. Vous rencontriez le prophète Ézéchiel qui venait vous sauver, vous et les vôtres. Vous êtes comme ça, un peu mystique, illuminé. Vous avez vu tant de misère. Il n'y a pas d'homme. Vous avez fait un mauvais rêve. Ce n'était pas un rêve. Il est venu à moi. Il s'est assis là, à votre place. Vous étiez sortis. La porte était fermée. Les enfants dormaient. Je ne sais pas comment il est rentré. Il est là. J'ai fait du café. Il aime mon café. Il a parlé de paix, de fraternité, d'amour. Il dit qu'il va falloir apprendre à vivre, qu'il faudra pardonner, rendre justice, conserver la mémoire.
n'est pardonné. Tout ça, ce sont des mots. J'ai du mal avec les mots. Moi, je l'ai regardé. Il était beau. Il sentait fort le taqueta. Je suis libre. Vous n'êtes pas libre. Ce sont des bêtises. Il n'y a pas de libération. Je l'aurais su. Depuis qu'on les attend, les libérateurs, ils nous ont oubliés. La guerre n'est pas finie. Bien au contraire, massacre et exécution s'intensifient. Vous faites une blague, après on s'est donné. Ça vous monte à la tête, ça vous embrouille l'esprit. La guerre est terminée. C'est l'homme aux cheveux bleus qui me l'a dit. Et je le crois. Et si ce n'est pas vrai, je veux le croire quand même. Dans ma vie de recluse, c'est un bel espoir. Il me faut sortir, voir les fleurs, voir le soleil en face. Il me faut m'en aller. Je vous l'interdis. Si vous sautez, vous êtes morte. Si vous marchez, vous êtes morte. Avant même que de parler au premier passant, vous êtes morte. Comprenez bien. Dehors, vous n'existez pas. Ils ont choisi de nier toute trace de votre humanité. Vous savez, comme un enfant qui gomme un beau dessin, qui croit inachevé, imparfait, incomplet. Alors, il gomme avec rigueur, avec une méthode, avec application, pour donner à la feuille sa blancheur première, sa pureté. Mais il reste des ombres un peu partout et le gamin s'enrage. Alors il gomme, il gratte la feuille jusqu'à la déchirer. Jusqu'à la déchirure. Et je suis cette ombre rescapée sur la feuille de l'histoire que l'enfant jette à la poubelle comme on jette une pelure et que vous avez recueilli, caché, logé, nourri. Soyez bénis. Non, je n'oublie pas qui je suis ou qui j'ai été puisqu'on me refuse le droit d'être aujourd'hui. Mais je me terre dans votre hospitalité depuis trop longtemps. Je n'en peux plus. J'étouffe. J'ai besoin de respirer pour être sûr que j'existe encore. Et c'est quand vous l'affirmez, je ne peux mettre votre parole en doute. Les combats continuent. Permettez que j'y prenne part. Madame, je vous demande une chose. Une dernière faveur. Bénissez-moi, madame. Bénissez-moi. Les gens racontent n'importe quoi. Les temps de paix sont difficiles. Avant, pendant la guerre, on ouvrait ses fenêtres et les couleurs affluaient. Elle disait n'importe quoi. Madame, qu'avec la paix ce serait mieux, que les lumières ne s'éteindraient plus. Elle disait aussi qu'une femme de ménage c'est pas trop cher et qu'il suffirait de la vouloir. Une dernière faveur. Alors, du fond de la guerre, madame. On s'imagine toutes sortes de choses. On s'imagine bonne à tout faire, madame, avec des souris comme vous de vrai. On rêve d'un potier de lavande et de fleurs arrosées. Et même si ce n'est pas vrai. Madame, ce n'est pas sérieux, madame. Les gens racontent n'importe quoi. Les temps de guerre sont plus faciles. Ce n'est pas sérieux, madame. Au plus poussière de l'hiver, on ouvre sa boîte à une économie et tous les souvenirs d'enfants s'engouffrent. Je vous demande une chose. Les cris des frères et sœurs dans la cour, les hommes de votre hiver qui portent la poussière, les petites filles qui courent comme des fourmis, et puis le temps. Bénissez-moi. Le temps de rire de rien, parce que c'est madame. Le temps de palabrer des hommes, soit du monde entier. Le temps de la cuisine et des cuissons sans fin. Et qu'on est dit encore parce qu'on en a le temps. Venez. Le C'est temps la de fatigue. vivre. Venez, madame. Les gens racontent n'importe quoi. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'esclave. Il n'y a pas de modes de vie ou de survie. Il n'y a non plus de la violence de la guerre. On cherche ce qu'on peut, on prend ce qu'on trouve. Et ce qu'on trouve, c'est son enfance. Le vaste pays de son enfance. Une dernière faveur. Il y a la cour, il y a les cris, il y a les voix et la... Bénissez-moi, madame. Et une maman qui dit citron, et une petite main se précipite pour lui servir le citron. Madame. Fontaine. Et nous étions, mes soeurs et moi, inondés de perdre d'eau des pieds jusqu'à la tête. Madame. Rêve. Et nous pouvions dormir tranquille jusqu'à midi, puisqu'elle était là. Les petites mains, pour le café, le thé, la chicorée. Les gens racontent n'importe quoi. Les temps ne changent pas. Il n'y a pas d'avant ni de maintenant. Il n'y a pas d'ici ou d'ailleurs. Il n'y a pas de gratitude ou de considération, ni de respect. Une seule chose compte. L'intérêt. Tout ça
vend. Tout se paie. Tout se paie. Tout. Il n'y a pas d'humanité. Il n'y a pas d'humanité. Majesté, voici le litige. Le drame en était à son denouement. Acte 3, scène 5. Lorsque Konda, défiant toutes les lois du théâtre, a cessé de m'interpréter pour parler en son propre nom. Par cet acte sans précédent, il déstabilise l'ordre du royaume. Il frustre le public et mon but de la parole. Je demande justice, Majesté. Il va en être de l'équilibre de force théâtrale. Konda, reconnais-tu les faits? Oui, Majesté. Car tu as dit contre cela. Si j'osais, Majesté, je vous demanderais pourquoi en entrant sur scène, avoir pleuré. C'est que l'antique douleur a ressurgi. L'ambiance de bourse où s'est accompli les souffrances, dérisoires offrandes que les ancêtres ont repoussées, des mains étrangères étreignaient le Dahomey et mon peuple asservi attendait un miracle. Mais le temps des miracles était passé. Je vous entends, Majesté. Et comme vous, je pleure. Mais vos larmes étaient d'or. Unique fut ma souffrance. Unique et pure. Ainsi en est-il de la souffrance de Kondo. Si le discours d'adieu en est la plus pure expression, lui seul est en mesure de le prononcer. Je vois. Cette quête d'absolu t'honore. Mais nous sommes au théâtre. Et tu es à Kondo ce que la sève est à la feuille. La source nourricière. Il est le squelette, tu es la chair. Alors quoi? Même sur scène, il n'y a pas de vérité? Il y a imitation de la vérité. Et c'est déjà beaucoup. Toute ma chaîne de vie, j'ai cherché l'âme de Kondo à travers son discours. Au public ému, mes yeux criaient: ne pleurez pas, je n'ai pas encore trouvé. Ce n'est pas ma souffrance, ce n'est pas la souffrance de Kondo, ceci n'est rien. Mais le public applaudissait. Le public se pâmait. Et tout mon être hurlait de plus belle. Vous vous trompez, tout ceci n'est qu'un leurre. Je ne souffre pas, je ne peux souffrir pour Kondo. On ne souffre pas à la place des autres. À l'heure où j'allais quitter les planches, je n'ai pu me résoudre à déclamer un discours pour moi des amis. À défaut de la vérité de l'autre, je veux dire, ma vérité est tirer ma révérence. Ce n'en est pas le lieu. Au royaume du théâtre, on ne vit pas pour soi, on vit par procuration. Kondo n'existe pas sans Konda, et Konda n'a pas sa place ici sans Kondo. C'est la loi de l'échange pour que vive le spectacle. En vertu de quoi, je t'ordonne de reprendre ton rôle et de prononcer le discours d'adieu de Kondo. C'est la sentence du roi. Long silence. Puis il se lève. Konda se prosterne. Il sort côté cou, majestueusement. Konda se relève lentement, tête basse. Il monte sur la butte et comme au début, il lève le bras gauche et va déclamer le discours lorsque résonnent à nouveau les trois coups. Il se pétrifie dans sa pose. Entre côté Jardin, l'auteur de Konda le Ronquet. Ma pièce arrive à terme. Vos mines réjouies me laissent deviner que vous n'en êtes pas mécontent et vous devez deviner un auteur comblé. Il n'en est rien. Mon drame est total, car l'auteur de Kondo le requin, c'est mon père. Pour que mon œuvre prenne vie, il me fallait tuer celle du père. Abominable mais indispensable crime. Je sais, le crachat est possible. Il me suffit d'implorer son pardon et de laisser Konda faire ce discours d'adieu. Maintenant, mon crime sera parfait. Merci Dieu Roquet pour ta complicité. Fais ton discours d'adieu et tire la révérence lumière. C'est le privilège des princes possèdent. La souffrance est à mon sens l'unique réalité humaine qu'il faut et qu'on doit vivre seul stoïquement. De toute manière, on est toujours seul quand on souffre. Et quand je dis souffrance, j'entends celle qui touche aux profondeurs de l'âme. Celle qui vous fait remettre en cause la vie, qui vous traîne vers les gouffres vertigineux de l'absurdité de l'existence. De ne pas avoir fréquenté cette souffrance-là, trop d'acteurs s'imaginent que pour s'en sortir, se soulager, se guérir de ce mal qui les mine,
il faut qu'ils en parlent. On sollicite le public et on étale sa peine. Et on raconte et on explique. Et l'on se complète dans la catharsis. Et le public en face écoute. Intéressé ou feignant de l'être, en tout cas, voyeur, scruteur et déjà impuissant, car il sait bien, lui, qu'il ne peut rien pour vous. Parfois, c'est pire. Les spectateurs ignorent qu'ils sont impuissants, inutiles, d'être des oreilles justifient leur présence et ils se sentent investis d'une mission. Ils doivent faire quelque chose pour encourager le plaignant. Alors, ils applaudissent. Applaudissez pas votre profession. Vous prenez les bravos pour les vérités et le temps que dure le théâtre, vous croyez sauver. Mais le public s'en va. Le satisfait au cœur, sa bonne action du jour accomplie. Vous vous retrouvez seul, sans l'ivresse des claques, sans bravo, sans vivace. Et c'est pire qu'auparavant, et l'angoisse revient plus forte, assommante, assourdissante. Et vous la sentez dans le ventre, dans les pieds. C'est une boule, un nœud ou une boule de nœud qui vous martèle en dedans comme une cognée dans un flanc d'arbre. Vous êtes épuisé de désir, désherbé, seul, inutile à vous-même. Et c'est le fond de la souffrance. Et personne au monde, je dis bien, personne ne peut rien pour vous. Car les autres ne peuvent rentrer dans cette souffrance. Non seulement ils ne le peuvent, mais il est souhaitable pour vous qu'on essaie maintenant. Pour cela, se taire et souffrir en silence. Allez muer au tréfonds de cette angoisse. Explorer lucidement les béances hallucinantes du désespoir. Restez seul. Restez ermite, titubé et même tombé. Mais toujours seul. Je veux dire qu'on doit être christique de sa souffrance. Sans père, sans mère, sans disciples, sans amis, sans public, sans humanité. Moi seul dois aller jusqu'à la lame et mourir à soi. Konda le Roquet. Monsieur José Plia, merci vraiment d'être venu. C'est avec un grand plaisir que nous vous avons accueilli. Cependant, je voudrais demander juste comme ça, est-ce que vous utilisez la poésie pour peindre et mettre la voix couleur sur des situations difficiles? Non, non, non. Mon travail d'auteur est un travail de construction de conflits. Ce qui est au cœur de la dramaturgie, ce qui est au cœur du théâtre, c'est le conflit. Donc, la poésie ne vient qu'en sus, elle ne vient que dans la langue qu'on peut utiliser pour que les personnages jouent, je ne dis même pas disent, jouent le conflit. Le théâtre, c'est de l'action. C'est d'abord de l'action. Et cette action est conflictuelle. Et du conflit va naître des péripéties, des situations qui vont permettre aux spectateurs de suivre l'évolution des personnages. Donc c'est un travail très... vraiment, la poésie n'est vraiment pas le maître mot. Il y a des pièces de théâtre qui, entre guillemets, n'ont aucune poésie dans l'écriture elle-même. C'est des pièces très arides, où le langage est quasiment à son degré zéro. Mais elles sont tellement nourries de conflits qu'elles sont formidables à jouer. Et la poésie va venir de la dramaturgie, de la mise en scène. Voilà, voilà. C'est ça qui est beau dans le théâtre. C'est une chaîne poétique. Ce n'est pas l'écriture. Parce que vous pouvez avoir un texte dramatique extrêmement beau, poétique, comme vous dites, et où il n'y a aucun conflit. Et ce n'est pas du théâtre. C'est peut-être de la poésie, mais ce n'est pas du théâtre. Et comme j'ai vraiment, moi, fait le choix de l'écriture dramatique, mon primat, mon premium, c'est vraiment
trouver les bons conflits pour les bons personnages. Et tant mieux si la poésie vient par-dessus. Merci. Je parlais tout à l'heure de ce prix Goncourt exceptionnel qui est la plus secrète mémoire des hommes, qui est écrit par un Sénégalais. C'est la première fois qu'un écrivain africain, il y a eu Batouala il y a très longtemps, mais l'auteur n'était pas africain, et il y a eu Mugarsa. Et quand je lisais ce roman vraiment phénoménal, forcément je pensais à la littérature béninoise, et je me disais, mais je regrettais que nous n'ayons pas pu produire, nous qui sommes le quartier latin de l'Afrique, ou qui l'étions, que nous n'ayons pas pu produire des talents à la hauteur de celui-là, par exemple, sans avoir le prix Goncourt forcément, ce n'est pas une fin en soi, mais quand je voyais la richesse de cette littérature, j'avais ce regret-là. Mais d'une manière plus générale, vraiment en un mot, je dirais que mon sentiment, c'est que chaque peuple a son propre génie. Il y a des peuples, pour mille et une raisons, qui ont floppé des générations d'écrivains absolument phénoménaux. Je pense au Congo-Brazzaville, par exemple, c'est sidérant, la flopée de grands écrivains. Je trouve qu'au Bénin, nous n'avons jamais eu une grande littérature. Je veux dire, une littérature qui porte sa vision du monde à des sommets. Il y a eu de très grands écrivains. Il y a Olem Belikenom, il y a toute une génération qui était à niveau, mais on n'a pas su transformer l'essai pour mille et une raisons. Sans doute aussi parce que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, être le quartier latin, c'est peut-être un handicap, parce que la littérature n'est pas latine, c'est-à-dire elle n'est pas scolaire, elle n'est pas une chose de brillants élèves. C'est ça que ça voulait dire quartier latin. La littérature, au contraire, elle est dionysiaque, elle est invention. On n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour être un grand écrivain. Pas du tout. Donc, on a manqué peut-être de folie dans notre littérature. Je trouve que le génie béninois, chaque peuple a sa singularité. Selon moi, le génie béninois n'est pas dans la littérature. Je pense qu'il est dans les arts plastiques. Je pense que cette richesse incroyable de plasticiens que nous avons au Bénin, sans école, sans formation, mais des artistes absolument incroyables qui sont mondialement reconnus, ça fait le génie du Bénin. Il ne faut pas avoir de regrets. Je dis, chaque peuple a son parcours. Donc la littérature béninoise, je pense, a eu un rôle que je vais dire que j'estime ne pas être majeur dans la littérature mondiale ou africaine, jamais. Hein. Il y a eu des éclaircies comme ça, il y a eu des moments intéressants, mais il n'y a jamais eu cette envolée qu'on peut trouver dans certains pays. Ce n'est pas grave, elle a sa juste place, mais voilà, il faut acter que, et je donne vraiment mon point de vue, hein, notre génie à nous, il est dans les arts plastiques, il est dans ce rapport aux arts visuels qui est vraiment exceptionnel et il faut s'en féliciter. Merci beaucoup. C'est sur cette note et cette analyse, ce regard de M. José Plia que nous allons nous dire que c'est terminé. M. José Plia, je vous invite à descendre et à accueillir ce présent que M. Aloubine vous offre et offre à tous les auteurs que nous recevons ici. Merci de l'ovationner, d'avoir fait ce déplacement. J'invite à Aloubine, merci vraiment pour ce beau moment de dialogue littéraire partagé avec vous. Merci beaucoup. Merci.